Chunk One. En 1968, un culturiste de 21 ans sans expérience d'acteur est arrivé sur le plateau de l'incroyable Hulk. Il était sourd, il était terrifié, et Bill Bixby l'a pris sous son aile. Pendant des années, les gens ont pensé qu'ils travaillaient à peine ensemble, mais Lou Ferrigno vient de révéler la vérité. Bixby passait des heures hors caméra à lui apprendre à jouer, à bouger, à ressentir. Il protégeait les appareils auditifs de Lou du maquillage vert. Il l'a même aidé à traverser des journées de 12 heures qui ont rendu malade ou fait démissionner un tiers de l'équipe. Mais la vraie histoire ne parle pas de célébrité. Elle parle de perte, de douleur et d'un lien qui a changé leur vie à tous les deux à jamais. En 1947, lorsque Bill Bixby n'avait que 13 ans, quelque chose s'est produit à l'intérieur de la Grace Cathedral de San Francisco dont les gens parleraient à voix basse pendant des années. Pendant un office de la chorale, alors qu'il portait sa robe, le jeune Bill a tranquillement sorti un lance-pierre et l'a pointé sur l'évêque. Il l'a frappé en plein milieu de l'office. Ce n'était pas un accident enfantin, c'était quelque chose qu'il avait planifié. Il a été banni de la chorale pour toujours. Cette petite allocation de chorale avait beaucoup compté pour sa famille. Sa mère, Jane, qui travaillait chez E. Magnin & Co. en tant que cadre supérieur, essayait de maintenir sa famille à flot après des années de difficultés financières. Le scandale l'a profondément embarrassé et a nui à leur réputation déjà fragile. Mais ce moment en disait aussi quelque chose de plus grand sur Bill. Il n'avait pas peur de l'autorité. Il préférait enfreindre les règles plutôt que de se taire quand quelque chose lui semblait mal. Ce schéma le suivrait pour le reste de sa vie. En 1952, Bill avait 18 ans et était confronté à la conscription pour la guerre de Corée. Il connaissait les risques. Plus de 36 000 Américains étaient morts dans cette guerre. Au lieu d'attendre que l'armée l'emmène, il a fait un geste brusque. Il s'est enrôlé dans la réserve du corps des marines. Il a servi dans la VMA 141, une unité avec une histoire sombre. 18 de ses 41 officiers avaient été tués pendant la Seconde Guerre mondiale à Guadalcanal. Bill gagnait seulement 95 $ par mois en tant que soldat de première classe. Chunk 2. C'était moins que ce qu'il pouvait gagner en occupant un emploi ordinaire, mais rester aux États-Unis lui donnait une chance de survivre et de rêver plus grand. Pendant que d'autres de son âge partaient se battre, Bill gérait les dossiers du personnel à la Naval Air Station Oakland, restant près de chez lui. Cette décision a peut-être sauvé sa vie et sa carrière. La raison pour laquelle cela comptait tant remonte à son enfance. Bill a grandi pendant la Grande Dépression. Son père, Wilfred Bixby II, n'était qu'un employé de magasin gagnant de 18 à 22 $ par semaine. Cela représente environ 350 à 400 $ aujourd'hui. Le travail de sa mère chez E-Magn rapportait environ 35 à 40 $ par semaine. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Quand Bill avait 8 ans en 1942, son père a rejoint la marine et est parti pour le Pacifique Sud. Cela a laissé Jane l'élever seule. Ils ont déménagé dans des maisons de plus en plus petites. Bill se couchait souvent le ventre vide. Il dépendait des programmes alimentaires de l'Église pour s'en sortir. C'est pourquoi l'argent de la chorale comptait tant et pourquoi être expulsé a blessé plus que sa fierté. En 1956, Bill a quitté l'UC Berkeley avec seulement quelques crédits avant d'obtenir son diplôme. Il était fauché mais déterminé. Il a pris un emploi à l'hôtel Hollywood Roosevelt pour seulement 40 à 45 $ par semaine. Ce n'était pas suffisant pour vivre, alors il a également travaillé comme sauveteur à la piscine de l'hôtel, gagnant 15 à 20 $ de plus. Il travaillait 12 à 14 heures par jour et vivait dans une minuscule chambre de 8 semaines à proximité. Il mangeait les restes de nourriture de l'hôtel et dépensait toute pièce de monnaie restante pour des cours de théâtre. Mais le Roosevelt n'était pas un choix aléatoire, c'était une décision intelligente. Cette piscine était un aimant pour des stars comme Clark Gable et Marilyn Monroe. Un jour, des cadres publicitaires de Détroit l'ont vu là
et lui ont offert un travail de mannequinat qui rapportait 200 $ par semaine, soit 3 fois ce qu'il gagnait à l'hôtel. Ce moment a tout changé. En 1959, il a pris ses derniers 75 $ et a acheté un billet de bus pour Détroit. On lui avait offert un rôle dans une pièce de théâtre intitulée The Boyfriend. Le Detroit Civic Theatre ne pouvait lui payer que 25 $ par semaine. Son loyer était de 20 $. Il ne restait donc presque rien pour la nourriture. Chunk. 3. Il a survécu avec des haricots et du pain et a perdu 8 kilos pendant la production. Mais ce rôle lui a donné quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. Des découvreurs de talent l'ont remarqué. Quand il est revenu à Los Angeles, ils lui ont offert 300 $ par semaine. Ce petit pari de 75 $ s'est transformé en une carrière à part entière. Avec l'argent qu'il a gagné grâce au spectacle de Détroit, soit 200 $ au total, il a payé des cours à l'Estelle Harmon School of Acting. Et c'est là qu'un agent l'a trouvé et l'a engagé. 2 ans plus tard, il a obtenu son premier vrai emploi à la télévision, dans The Many Loves of Dobie Gillis. Puis, en 1963, il est entré dans une entrevue et a dit « Bonjour, je suis Bill Bixby ». Le producteur, Jack Chertok, l'a regardé et a répondu « Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes Tim O'Hara ». C'est ainsi qu'il a décroché le rôle principal dans Ma sorcière bien-aimée, qui a duré jusqu'en 1966 et est devenue l'une des 10 meilleures émissions de télévision. Elle s'est classée numéro 10 pendant la saison 1963-1964 avec une cote de 26,3. Mais le travail était brutal. Alors que d'autres émissions étaient filmées 3 à 4 jours par semaine, celle-ci était filmée 5 jours complets avec jusqu'à 75 configurations par jour. Il n'avait pas de temps de répétition et dès qu'un épisode était terminé, il recevait le scénario du suivant. Chaque épisode coûtait environ 57 000 $ à produire. Ce rôle a rendu Bill célèbre, mais il l'a également fait s'inquiéter. Échapperait-il un jour à l'image de Tim O'Hara? Pour percer, il a accepté de petits rôles au cinéma, même non crédités. En 1963, il a joué un marin tatoué dans Irma la douce de Billy Wilder aux côtés de Jack Lemmon et Shirley MacLaine. Le film a rapporté 25,2 millions de $ et a été interdit de diffusion à la télévision pendant des années en raison de son intrigue. Même si son rôle était petit, il a appris comment fonctionnaient les grands plateaux de studio et a établi des liens avec les meilleurs réalisateurs. En 1967, il a été choisi pour jouer dans Clambake dans le rôle de James J. Jameson face à Elvis Presley. Mais les choses sur le plateau étaient chaotiques. Elvis avait pris du poids, a glissé dans sa salle de bain et s'est cogné la tête. Le tournage a été retardé. Elvis était également malheureux de faire une autre comédie musicale, loufoque. Son entourage a causé le chaos quotidien. Des batailles de tartes, des pétards, des batailles d'eau. MGM a dû envoyer des avertissements pour contrôler la folie, mais Bill est resté professionnel. Elvis le respectait, empruntant même l'un des morceaux de spoken word préférés de Bill, Softly as I Leave You, pour ses concerts des années plus tard. Chunk 4. Le film a tout de même atteint la SACA 15 au box-office. L'année suivante, en 1968, Bill a de nouveau joué avec Elvis dans Spin Speedway. Il a joué Kenny Dunford, un joueur dont la dépendance a presque ruiné la carrière de son ami. C'était le premier grand film sur la NASCAR et il mettait même en vedette de vrais pilotes comme Richard Petty et Cale Yarborough. Elvis a gagné 850 000 $, plus 50% des bénéfices. Le personnage de Bill était complexe, imparfait et émotif. C'était l'une de ses premières performances cinématographiques les plus solides. À cette époque, Bill en avait assez de simplement jouer la comédie. En 1970, pendant la cour d'Eddie's Father, il a commencé à réaliser. L'émission, qui a duré de 1969 à 1972, le mettait en vedette dans le rôle de Tom Corbett, un père veuf élevant son fils Eddie. L'alchimie émotionnelle entre lui et l'acteur enfant Brandon Cruz a stupéfié le public.
Au total, il a réalisé 8 épisodes, dont The Carrot Story, qui a été diffusé en janvier 1972. Il a été nommé aux Emmy Awards en 1971 pour ce rôle. Son style de réalisation était minutieux, perfectionniste et pratique. Il savait ce qu'il voulait et poussait tout le monde à l'atteindre. À l'époque, la plupart des acteurs principaux n'étaient pas autorisés à réaliser, mais Bill a fait en sorte que cela se produise. En 1976, il a de nouveau choqué le public. Il a joué Willie Abbott dans Rich Man, Poor Man, un homme façonné par la cupidité et le pouvoir. C'était un rôle sombre, loin de son image paternelle chaleureuse. La mini-série a attiré en moyenne 34,9 millions de téléspectateurs par épisode. Sa performance lui a valu une autre nomination aux Emmy Awards. Les gens ont été stupéfaits de le voir jouer un homme moralement brisé, mais c'est ce qui l'a rendu puissant. L'un de ses rôles les plus surprenants est survenu en 1973 lorsqu'il a joué dans The Magician. Il a joué Anthony Blake, un vrai magicien qui résolvait des crimes. Ce qui le rendait spécial, c'est que chaque tour de magie qu'il faisait à l'écran était réel. Pas d'effets spéciaux, pas de trucage photographique. Il s'est entraîné avec le magicien Mark Wilson et a appris le tour de passe-passe, le mentalisme et les actes d'évasion. L'émission a duré 22 épisodes et a initié le public à la magie pratiquée à la dure. Il a également continué à réaliser. En 1965, il a réalisé des épisodes de Manx, comme A Ransom for Yesterday, qui a été diffusé le 9 février. Chunk 5. Il était centré sur une rançon de 250 000 $, ce qui équivaut à 1,4 million de dollars aujourd'hui. Cette émission comptait en moyenne 2 décès par épisode, l'une des plus violentes de la télévision. La réalisation de Bill était moins axée sur la violence et plus sur les conséquences émotionnelles. Il a géré 4 épisodes au total, dont A Word Called Courage et Hardball, prouvant qu'il pouvait s'attaquer à des histoires de crimes difficiles et les rendre quand même humaines. En novembre 1977, Bill Bixby est entré dans les réunions de CBS avec une demande audacieuse. Il leur a dit que la série Hulk n'allait pas être une émission pour enfants idiotes. Il a dit que ce serait un drame sérieux et réel. Il ne voulait pas de couleurs vives ni de blagues de type dessin animé. Il voulait montrer la douleur, la solitude et la lutte. Au début, les producteurs ne le croyaient pas. Ils s'attendaient à quelque chose comme Batman des années 1960. Mais lorsque le pilote a été diffusé le 4 novembre 1977, il a choqué tout le monde. Il ressemblait à un film d'horreur avec une musique de piano triste et des ombres sombres. Bixby a joué le Dr. David Banner, comme un vrai homme, se noyant dans la culpabilité. Ce pilote est devenu le téléfilm le mieux coté de CBS de l'année. Et juste comme ça, Bixby a prouvé son point de vue. La série complète a commencé le 10 mars 1978 et a duré jusqu'au 12 mai 1982 avec 80 épisodes au total. Dans les coulisses, c'était un travail difficile. Lou Ferrigno, qui jouait Hulk, devait rester assis pendant 5 à 4 heures de maquillage chaque jour. Dans le pilote, il est resté assis pendant 20 heures d'affilée. Après le maquillage, il devait encore jouer pendant 12 à 14 heures en costume complet. Il ne pouvait même pas enlever facilement la peinture. Ils ont dû installer une douche spéciale dans sa remorque et 2 assistants lui frottaient au mal le dos. Certaines semaines, il ne travaillait que 3 longues journées. D'autres fois, il travaillait 7 jours sans interruption. Son maquillage vert lui causait des problèmes de peau. Les prothèses sur son visage donnaient l'impression d'une gelée collée à sa peau. L'équipe de maquillage a changé plusieurs fois. Ce n'était pas facile. Chunk, c'est ça. Mais même pendant que tout cela se passait, Bixby ne se contentait pas de paix de joie. Il a également commencé à réaliser des épisodes. En 1941, il a réalisé l'histoire en 2 parties, intitulée The First, qui est devenue l'une des plus puissantes de la série. La même année, quelque chose s'est produit qui allait changer Bixby à jamais. Le 4 mars 1941,
Il était en voyage de ski à Mammoth Lakes avec son fils de 6 ans, Christopher. Le garçon a développé une infection de la gorge soudaine. À l'hôpital, le médecin était occupé à enlever une écharde du doigt d'un autre patient pendant que Christopher attendait. Au moment où ils ont essayé d'insérer une sonde d'intubation, il était trop tard. Christopher a fait un arrêt cardiaque et est mort. Bixby a dit plus tard: « Mon fils a suffoqué pendant que le médecin enlevait une écharde du doigt d'un autre médecin. Cette perte l'a écrasé. » Il a dit que pendant 2 ans, il a été rempli de rage et qu'il ne pouvait pas penser clairement. Un peu plus d'1 an plus tard, le 7 avril 1982, la mère de Christopher, l'actrice Brenda Bennett, s'est suicidée. Elle n'avait que 36 ans. Elle a allumé des bougies, s'est allongée dans la salle de bain et s'est tiré une balle avec un revolver 38. Bixby et Bennett avaient divorcé l'année précédente. Des amis ont dit qu'elle se noyait dans le chagrin depuis la mort de leur fils. Elle avait également mis fin à une relation 2 semaines auparavant. C'était trop. Bixby a perdu son enfant et son ancienne femme en moins de 13 mois. Pour survivre, il s'est jeté dans le travail. Fin 1941, il a commencé à réaliser des épisodes de Mr. Merlin. L'un des premiers a été diffusé le 14 octobre 1981. Intitulé The Cloning of the Green, l'émission n'a duré que 22 épisodes, se terminant en mars 1952. Mais Bixby en a réalisé beaucoup, surmontant sa douleur. Les gens sur le plateau ont dit qu'il restait chaleureux et gentil même quand il souffrait clairement. Ce besoin de connexion et de famille avait déjà commencé des années plus tôt, lorsqu'il a travaillé sur The Courtship of Eddie's Father de 1969 à 1972. Le garçon qui jouait Eddie, Brandon Cruz, ne venait pas d'un foyer stable. Bixby l'a pris sous son aile. Hors écran, ils ont formé un lien profond. Bixby appelait Cruz sa famille dans la vraie vie. Conk, 7. Il a dit un jour: « Je ne savais pas que j'avais cette partie de moi jusqu'à ce que l'émission soit terminée. » C'était grâce à Brandon. Lorsque Bixby a perdu son fils en 1941, Cruz est devenu encore plus important pour lui. Des années plus tard, Cruz a nommé son propre enfant d'après Bixby pour honorer leur lien de toujours. Sur l'incroyable Hulk, Bixby a formé un autre lien surprenant avec Lou Ferrigno. Ferrigno n'avait que 21 ans lorsqu'il a rejoint l'équipe, le plus jeune gagnant de l'univers, Mr. Perreur de l'histoire, mais il n'avait aucune expérience d'acteur. Bixby lui a enseigné patiemment. Pendant les longs tournages de nuit, Bixby montrait tranquillement à Ferrigno comment exprimer des émotions. Au fil du temps, Ferrigno a commencé à considérer Bixby comme une figure paternelle. Même des décennies plus tard, Ferrigno a déclaré que les épisodes réalisés par Bixby étaient ses préférés. Ce lien a aidé Ferraro à devenir un véritable acteur. En 1988, Bixby est revenu dans le rôle de David Banner dans un téléfilm intitulé Le retour de l'incroyable Hulk. Cette fois, ce n'était pas sur CBS, c'était sur NBC et il a introduit quelque chose de nouveau, Thor de Marvel. C'était l'idée de Bixby. Il voulait connecter Hulk à un univers plus vaste, mais la chaîne voulait plus d'action et moins de drame. Bixby a résisté. Il s'est assuré que la musique de piano triste et le ton profond restaient dans le film. Ferraro a dû s'entraîner dur à nouveau, gagnant 20 kilos en 3 mois pour redevenir Hulk. Le film a été diffusé le 22 mai 1988. Il a préparé le terrain pour de futurs projets Hulk tout en restant fidèle à la vision de Bixby. Ses compétences de réalisateur n'ont cessé de croître. Il a même été nominé pour un prix de la Directors Guild of America en 1977 pour un épisode de Rich Man, Poor Man, Book 2. C'était choquant parce que l'auteur original n'avait même pas encore écrit de 2e livre. Bixby a dû trouver des solutions au fur et à mesure. Cet épisode, Chapter 3, s'est démarqué des 21 épisodes et a contribué à façonner l'avenir des mini-séries télévisées. Tous ces projets n'ont pas fonctionné. En 1984, il a réalisé un pilote pour un 3e spin-off de MASH intitulé Walter. Il n'a été diffusé qu'une seule fois, le 17 juillet 1984.
et il n'a jamais été diffusé sur la côte ouest parce que la Convention nationale démocrate l'a interrompu. Chunk 8. L'histoire était trop déprimante. Rader O'Reilly a perdu sa ferme, a divorcé lors de sa lune de miel et est devenu un flic suicidaire. Les critiques ont dit que c'était impossible à regarder. L'un d'eux a même dit qu'il préférait regarder le discours de Walter Mondale. La même année, Bixby a également travaillé sur une émission intitulée Dreams. Elle était en avance sur son temps. Elle utilisait le son stéréo et des styles de vidéoclips. John Stamos et Jamie Gertz y jouaient. Bixby a réalisé le pilote Kiss Me Red et un épisode non diffusé intitulé Suspicions. L'émission n'a duré que du 3 octobre au 31 octobre 1954. Seuls 5 épisodes ont été diffusés, mais une chanson de l'émission, Alone, est devenue un succès pour Art en 1987. L'émission était terminée, mais sa musique a continué à vivre. Entre 1987 et 1988, Bixby a réalisé 8 épisodes de la comédie Sledgehammer. C'était une parodie de Dirty Harry, pleine de blagues absurdes et de violences exagérées. Bixby a même fait une petite apparition dans un épisode en tant que prisonnier criant « Je suis libre, je suis libre ». Lorsque la mauvaise porte s'est ouverte, c'était étrange, drôle, et cela a montré l'étendue des talents de Bixby. En décembre 1990, Bixby s'est marié à nouveau, cette fois avec Laura Michaels. Cela ressemblait à un nouveau départ, mais cela n'a pas duré. En 1991, il a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate. Quelques mois seulement après le mariage, elle l'a quitté. Leur divorce a été prononcé en juin 1992. C'était la partie la plus cruelle. Il s'était enfin ouvert et il faisait maintenant face au cancer seul. Des amis ont dit qu'il était au plus bas. Pas de famille, pas de mariage, le cancer se propageant dans ses os. En avril 1991, Bill Bixby a découvert qu'il avait un cancer de la prostate. Et c'était le genre de nouvelle qui pouvait arrêter n'importe qui dans son élan. Mais pas lui. Il n'a pas ralenti. Chunk 9. Il a continué à se présenter au travail pour réaliser des épisodes de l'émission à succès Blossom sur NBC. Même quand il souffrait terriblement, même quand le cancer s'était propagé à ses os, à sa vessie et à son foie, en 1992, il est quand même entré sur le plateau. Le 20 novembre 1992, il a réalisé un épisode intitulé Getting Lucky. Le lendemain, il s'est enregistré au UCLA Medical Center pour un traitement expérimental utilisant un médicament appelé Suramine. Il prenait des pilules et des médicaments par voie intraveineuse 5 à 6 fois par jour, essayant de gérer une douleur qui ne disparaissait jamais. Pourtant, il n'a jamais laissé la distribution ou l'équipe le voir se plaindre. Ils ont été choqués, non seulement parce qu'il travaillait en mourant, mais parce qu'il se souciait toujours de faire chaque plan correctement. 2 ans plus tôt, en février 1990, NBC a diffusé un téléfilm intitulé « La mort de l'incroyable Hulk ». Bixby a non seulement joué le Dr David Banner une dernière fois, mais il a également réalisé l'ensemble du film. Dans l'histoire, Banner se cachait à Portland, faisant semblant d'être un concierge déficient mental nommé David Bellamy. Il essayait de trouver un remède et à la fin, Banner est mort dans un accident d'avion. Cela semblait trop réel, trop proche. Dans les coulisses, ils avaient déjà écrit un scénario pour une suite intitulée « La revanche de l'incroyable Hulk » où Banner reviendrait à la vie. Mais cette fois, avec le corps de Hulk et l'esprit de Banner, ils n'ont jamais pu le faire. Une fois que le cancer de Bixby est devenu terminal, tout s'est arrêté. En janvier 1982, CBS a diffusé Diagnosis of Murder, où Bixby jouait un suspect de meurtre. C'était son dernier rôle au cinéma, après plus de 30 ans de carrière d'acteur. À l'époque, il suivait également une chimiothérapie intense, mais il a quand même livré l'une de ses performances les plus puissantes. Il l'a filmé à Vancouver, la même ville où il avait tourné son dernier film Hulk. Personne ne pouvait croire à quel point il était encore vif. Marrott Hartley était également dans le film. Ils avaient déjà travaillé ensemble.
Voir Bixby continuer à traverser tout cela a laissé une marque profonde sur tous ceux qui étaient là. Le 21 novembre 1993, Bill Bixby Esquosis est décédé à l'âge de 59 ans dans sa maison de Century City. Pendant 3 ans, le cancer avait ravagé son corps. Mais même alors, les médecins ont dit qu'il avait vécu près de 2 ans de plus qu'il ne l'avait prévu. Sa mort a mis fin à plus qu'une simple vie. Elle a fermé la porte à une suite de Hulk que les fans espéraient. Le scénario de la revanche de l'incroyable Hulk avait déjà été écrit en juillet 1990. Chunky 10. Mais sans Bixby, il n'est qu'il n'y avait pas de banner. À ses funérailles, des centaines de personnes de l'industrie sont venues. Ils ne le voyaient pas seulement comme un acteur. Ils se souvenaient d'un homme qui continuait à se présenter, qui restait gentil, qui donnait tout ce qu'il avait chaque jour. Même dans la douleur, Bixby n'a jamais cessé d'aider les autres. Il a encadré de jeunes acteurs et membres de l'équipe un par un. Les gens disaient qu'il rampait à l'intérieur de votre esprit pour comprendre vos problèmes avant de donner des conseils. Et il a fait tout cela en prenant de multiples médicaments contre la douleur, en subissant des traitements constants et en souriant toujours. Sa co-star, Brandon Cruz, de The Courtship of Eddie's Father, a dit que Bixby ne rabaissait jamais personne. Il traitait tout le monde de la même manière, même quand il était mourant. Des années plus tôt, Bixby avait également souffert de choses dont la plupart des gens ne se remettraient jamais. En 1981, son fils de 6 ans, Christopher, est décédé soudainement lors d'un voyage de ski. L'année suivante, son ex-femme, Brenda Bennett, s'est suicidée. Elle ne pouvait pas supporter la perte de leur fils. Mais Bixby n'a jamais cessé de travailler. Il utilisait le travail comme une échappatoire. Les gens qui travaillaient avec lui disaient qu'il ne se contentait pas de continuer. Il continuait à élever les autres tout en portant toute cette douleur à l'intérieur. Même le tournage de l'incroyable Hulk l'avait mis à l'épreuve au-delà de ce que la plupart des acteurs accepteraient. Rien que pour les scènes de transformation, il passait 2 heures au maquillage en portant des lentilles de contact dures et douloureuses qui devaient être retirées, toute la sauce les 15 minutes. Ferrigno, qui jouait Hulk, passait 3 à 4 heures à se faire maquiller en vert chaque jour. Dans l'épisode pilote en 1977, Ferrigno est resté maquillé pendant 20 heures d'affilée. Les enfants sur le plateau n'arrêtaient pas de se faire ruiner leurs costumes parce que la peinture verte déteignait sur tout. Mais Bixby n'a jamais perdu son sang-froid une seule fois. Il a gardé tout le monde stable, peu importe la difficulté des journées. Il y a même eu une journée de tournage à 4 heures du matin où un coyote sauvage a volé le petit déjeuner de Lou Ferrigno. Il avait une omelette géante avec 12 œufs assis à l'extérieur de sa remorque. Et au milieu de ce tournage glacial tôt le matin, le coyote l'a attrapé. Bixby n'a pas paniqué. Il a ajusté l'horaire, a fait des blagues à ce sujet et a continué. C'est devenu une partie de la légende. Pas de petit déjeuner explique pourquoi Hulk est si énervé. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Bixby avait personnellement entraîné Ferrigno. Ferrigno n'avait jamais joué la comédie auparavant et, parce qu'il était malentendant, cela rendait les choses encore plus difficiles. Bixby prenait des heures de son temps hors caméra pour l'aider avec le dialogue, le positionnement et même la compréhension des émotions à travers le mouvement. Ferrigno portait des appareils auditifs et Bixby s'assurait que les maquilleurs n'approchent jamais de peinture verte près de ses oreilles. Ferrigno a dit que Bixby était comme un père pour lui. Il regardait même les vieilles émissions de Bixby pour apprendre à jouer la comédie. Un jour, Cary Grant est venu sur le plateau juste pour rencontrer Hulk. Bixby s'est assuré que Ferrigno ait sa photo. Il élevait toujours les autres, s'assurant toujours que tout le monde avait ce dont il avait besoin. Mais le calendrier de tournage de l'incroyable Hulk était un cauchemar. Ils n'avaient pas leur propre studio de son. Ils changeaient constamment de lieu. À la 4e saison, un tiers de l'équipe avait démissionné ou était tombé malade. Les journées duraient de 12 à 14 heures. Parfois, Ferrigno travaillait jusqu'à 2 heures du matin. Mais Bixby n'a jamais manqué une journée.
ne s'est jamais effondré, ne s'est jamais craqué. Même en réalisant Blossom, juste 5 jours avant sa mort, il tenait encore le coup. Bixby et Ferrigno ne partageaient pas beaucoup de temps d'écran, mais leur connexion était réelle. Bixby jouait comment Banner se sentait avant les scènes de transformation, afin que Ferrigno puisse correspondre aux émotions sans mots. Il le coachait tout en faisant sa propre performance. C'est pourquoi la mort de l'incroyable Hulk était si émouvante. Vous pouviez sentir la douleur non seulement de Banner, mais de Bixby lui-même. Lorsque NBC a réalisé à quel point ce film avait bien marché, ils en ont prévu d'autres. Le prochain aurait ramené Banner à la vie, mais le cancer a mis fin à tout cela. Bixby a réalisé son dernier épisode de Blossom, juste 6 jours avant son décès. Ferrigno dit que les leçons qu'il a tirées de Bixby ne concernaient pas seulement le jeu d'acteur. Elles concernaient la vie, la célébrité, le travail, la dignité. Et une fois que Bixby Sastadias est parti, la relance de Hulk prévue a également disparu. Sans lui, cela ne semblait pas juste.